Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le temps des pénuries ». Il est ainsi chapeauté. Il aurait été plutôt surprenant que la pandémie qui sévit depuis 18 mois n'ait aucune répercussion sur le commerce mondial, mais le bazar actuel des échanges vient pointer la fragilité de cet édifice complexe, fait de milliers de chaînes de production à flux tendu. Alors que la demande occidentale est repartie très vite et très fort, bien aidée par les plans de soutien des États, les usines asiatiques peinent, elles, à suivre le rythme. Le prix des matières premières, bois, métaux, hydrocarbures, explose. Les chaînes de montage attendent désespérément des semi-conducteurs et les files d'attente s'allongent dans les ports où le prix du fret maritime a été multiplié par 10 en 18 mois. De quoi faire les affaires des armateurs, beaucoup moins celles des consommateurs. Reste à savoir s'il s'agit d'un simple trou d'air, d'un hockey passager de la mondialisation, ou si nous ne faisons qu'entrer dans le temps des pénuries. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le bada des échanges entre le public de notre dernier enregistrement à l'école alsacienne et la ministre de la Culture, invitée de cet enregistrement sur la politique culturelle à l'âge du numérique. Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le dimanche 7 novembre sont ouvertes sur notre site qui vous permet aussi de nous soutenir de vos contributions volontaires et détaxées. Nous allons maintenant nous intéresser à notre premier sujet, un sujet de politique intérieure, les droites dans tous leurs états. Le 9 octobre, au Havre, Édouard Philippe a lancé sa propre formation politique baptisée Horizon, destinée à accélérer la recomposition politique à droite. L'ancien Premier ministre a estimé que le premier défi était, je cite, de remettre de l'ordre dans nos comptes et de l'ordre dans nos rues, et que le premier sujet à régler s'agissant des dépenses, c'est la question des retraites. Fin de citation. Une nouvelle offre politique qui entend regarder devant, mais qui s'inscrit dans la logique d'une droite Macron-compatible pour élargir vers la droite la base électorale d'Emmanuel Macron. Horizon doit tenir son congrès fondateur d'ici la fin de l'année. Après s'être opposé à toute forme de primaire et avoir souvent laissé entendre qu'il ne participerait à aucune compétition interne, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a finalement annoncé qu'il participerait au congrès du Parti Les Républicains. Le 4 décembre, il se soumettra donc au vote des adhérents d'un parti dont il avait claqué la porte en décembre 2017. Il s'opposera alors à Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Père. La droite n'est pas morte hier, s'est ému Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains et soutien de Xavier Bertrand. Elle ne s'est pas fracturée et fissurée en deux à un moment où nous-mêmes nous devons faire face à deux menaces extérieures avec Éric Zemmour d'un côté et Édouard Philippe de l'autre. Une investiture permettrait à Xavier Bertrand, en plus de la force de frappe des 80 000 militants LR revendiqués, de ne plus se soucier de la collecte des 500 signatures et de bénéficier des 8 à 10 millions d'euros mis de côté par le parti pour faire campagne. Selon une récente enquête commandée par la structure du député Les Républicains Julien Aubert, Oser la France, Xavier Bertrand récoltait 38% de bonnes opinions parmi les militants, derrière Valérie Pécresse, 52%, Michel Barnier, 58%. En revanche, chez les électeurs, il est régulièrement donné dans les sondages légèrement devant ses concurrents et pour la première fois, le 11 octobre, il a été placé par l'IFOP à 16% ex-aequo avec Marine Le Pen, soit en position d'accéder au second tour, tandis qu'Éric Zemmour descendait à 14%. Devant ou derrière Marine Le Pen, Éric Zemmour est, selon un sondage Odoxa, la personnalité politique qui suscite le plus de rejet, 59% contre 9% de soutien et 10% de sympathie. Pour Pascal Perrineau, le presque candidat
je cite, « est plus le reflet d'une offre politique un peu usée qu'autre chose. Sa force, c'est sa capacité à incarner le dégagisme. Or, la présidentielle ne devient plus que ça, dans un contexte de profonde droitisation de l'opinion publique. » Fin de citation. Au total, les intentions de vote additionnées de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan arrivent aux alentours de 30%. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, les droites françaises, c'est un peu comme aux Galeries Lafayette, il s'y passe toujours quelque chose. C'était la Samaritaine. Non, la Samaritaine, on trouve tout à la Oui. Samaritaine, mais il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette. Cela dit, je pense qu'on trouve tout dans les droites françaises et qu'il se Absolument. passe toujours quelque chose. Il ne reste plus que le slogan du printemps. Au printemps, j'achète les yeux fermés. Bravo. Donc, il y a un mois, l'apparition d'Éric Zemmour, phénomène qui a affolé aussi bien l'extrême droite que la droite, de classique filloniste. Il y a une semaine, la création d'Horizon par Édouard Philippe. Et puis, il y a quelques jours, le renversement fulgurant de Xavier Bertrand, qui avait dit jamais, ni congrès, ni primaire, mais qui s'est rallié au congrès. Et donc, toutes les cartes sont rebattues pratiquement toutes les 15 jours. Et donc, on se demande effectivement à quel jeu on joue. C'est vrai, la seule question, c'est à quel jeu on joue. Et donc, quand on regarde les différents candidats, et je vais filer la métaphore un petit moment, pour Édouard Philippe avec Horizon, c'est clair qu'il joue 2022, il l'a dit, etc. Et il joue un jeu de go à la française, un jeu extrêmement subtil. 2027. 27, pardon. Il l'a dit, il soutiendra la candidature d'Emmanuel Macron s'il est candidat, et il espère reconstruire un parti de droite républicaine, libérale, démocratique, modéré. D'ailleurs, son discours sur les 4 vertiges était, personnellement, j'ai trouvé très bien fait. Et donc, on voit cette stratégie à très long terme. Le problème, c'est que cet horizon qui en principe 2027 commence dès avril 22. C'est-à-dire que le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe espère être à l'Assemblée une force qui influencera profondément la politique du président de la République. Et un de mes amis proches d'Édouard Philippe disait, le jour de son élection, Emmanuel Macron est mort en tant que leader politique. Et donc on voit bien que c'est un jeu extrêmement subtil et qui présente un double risque, à la fois pour Macron et pour les Républicains en tant que tels. Deuxième personnage, Zemmour. Alors Zemmour, il joue perso. Et il joue le jeu du chien dans un jeu de quilles. Moi, personnellement, d'ailleurs, je dois dire, je ne crois pas une seconde à la durabilité de ce phénomène. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe. Je ne crois pas pour 1000 raisons. Il n'aura pas les 500 signatures. C'est un monomaniaque sur les immigrés. Or, quand même, pour être candidat, il faut avoir un peu plus d'idées sur plus de questions. Il n'a jamais rien dirigé. Il est condamné pour incitation à la haine raciale. Et à mon avis, c'est incompatible avec la présentation d'une candidature à la fonction suprême. Enfin bon, il joue perso, mais ce jeu personnel bouleverse complètement le paysage politique. D'une part, il siphonne les durs de Marine Le Pen, qui se retrouve à la portion congrue, curieusement, d'un électorat populaire qui autrefois était plutôt à gauche, qui maintenant se retrouve à l'extrême droite. Il siphonne les durs des Républicains, les fillonistes, qui sont plutôt tentés parce qu'ils ressentent leur nostalgie du RPR. Il complique la donne chez les Républicains, il les oblige, aussi bien Barnier que Pécresse, à adopter des termes assez anti-européens, aussi bien les deux sur la primauté du droit européen sur le droit national. Donc il oblige les Républicains à passer encore plus à droite, et surtout il abaisse le seuil du deuxième tour. Si le seuil du deuxième tour est à 15%, alors le vote utile devient moins important au premier tour, et certains peuvent rêver, même la gauche, si c'est Jadot finalement et pas Hidalgo, même la gauche peut espérer avoir, ou Mélenchon, je ne sais pas, mais peut avoir les 15%. Donc il est vraiment, c'est le chien dans un jeu de quilles qui joue pour lui, mais qui, à mon avis, sera le grand perdant de l'histoire. Troisièmement, Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, lui, il joue à qui perd gagne, ou à qui gagne perd, parce que ou à qui tel est pris qu'il croyait prendre, parce qu'à coup de revirement, il a finalement décidé de rentrer dans les rangs des Républicains et donc de jouer le jeu du Congrès. Le problème de Xavier Bertrand, c'est qu'il est
très populaire, en tout cas à droite dans l'opinion publique française en général, mais qu'il est très impopulaire dans les militants LR proprement dit. Et donc, il aurait mieux fait d'aller à la primaire, il avait une chance d'être élu par l'ensemble des citoyens français, plutôt que d'aller au Congrès avec des gens qui considèrent que ça a quand même été un traître. Et donc, se rallier au Congrès, à mon avis, c'est signer un risque d'échec important pour lui. Au total, parce que je ne vais pas passer en revue le jeu de tout le monde, mais au total, il me semble que là, plus sérieusement, on a deux scénarios possibles. On a un scénario, je dirais, traditionnel. Les Républicains se refont une santé autour de, quel que soit le candidat, Bertrand, Pécresse ou Barnier, et ils peuvent espérer passer le seuil des 15% que Zemmour a servi à abaisser, et ils deviennent un vrai challenge pour Emmanuel Macron. Le deuxième scénario, c'est le scénario du pire, c'est vraiment ce qui devrait être les jeux interdits, c'est le rapprochement entre Zemmour et Le Pen, et on a vu Madame Le Pen cette semaine commencer à faire des clins d'œil, non pas à Zemmour lui-même, mais à l'électorat de Zemmour. Et donc aujourd'hui, la droite a vraiment une responsabilité plus grande qu'avant dans l'échec ou la réussite de l'extrême droite. Juste un mot sur les sondages. Comme j'étais un peu intrigué par ces chiffres qui varient tellement d'un sondage à l'autre, etc., j'ai demandé à quelqu'un qu'on a cité à plusieurs reprises ici, Mathieu Gallard d'Ipsos, de m'éclairer un peu là-dessus. Il m'a rappelé une chose qui est d'ailleurs dite en même temps que chaque sondage est livré, qui est dite notamment à toutes les rédactions, mais qui évidemment n'ont aucun intérêt à en tenir compte, puisque ça relativise les sondages. Les différentes maisons de sondage interrogent 1500 personnes. La première question qu'on leur pose, c'est « Êtes-vous sûr de voter en avril prochain ?» 700 répondent « Non ». Nous ne sommes pas sûrs. Ça ne disent pas nous ne voterons pas, ils ne disent pas nous voterons, ils disent nous ne sommes pas sûrs. Et on interroge du coup plus que les autres. Les autres, c'est 800. Sur 800 personnes interrogées, la marge d'erreur est bien plus importante évidemment que sur 1500. En livrant leur sondage, les sondeurs leur rappellent à chaque fois à leurs clients, mais évidemment les clients en question ou ceux qui utilisent ces sondages, et notamment les chaînes d'information en continu, qu'elles soient radio ou qu'elles soient télévisées, omettent volontiers, et même omettent systématiquement, de rappeler cette incertitude, ce qui fait chacun en tirera les conséquences. Lionel Zinsou. Oui, alors moi j'ajouterais bien à ce panorama également tout de même la partie droitière de la République en marche, qui comment va-t-elle être au fond concernée, et le centre, et notamment le MoDem. Parce que moi, ce qui me semble, c'est que dans une élection présidentielle, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de voir comment le passé se défait, se bouscule, ça se joue plutôt sur l'avenir. Et il me semble que ce qui est très intéressant chez Édouard Philippe, c'est qu'il est en train de créer le véhicule qui va permettre de gagner les législatives et de ne pas être en cohabitation quand Emmanuel Macron aura été élu, s'il est élu. Parce que ce sera quand même extrêmement simple, après un échec des Républicains dans l'élection présidentielle, donc si on est dans ce cas de figure, qui pour l'instant, si les sondages avaient du sens, serait le plus probable, d'une certaine manière, il faudra bien qu'il y ait une majorité. Un argument contre Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle va être, étant donné qu'il y a un échec de la République en marche, d'une certaine manière, et qu'il y a très très peu de chances qu'elle retrouve une majorité à elle seule, il va bien falloir coller à ce que sont les électeurs d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant a plus d'électeurs de la droite traditionnelle que le parti des Républicains. Et ce côté en même temps, je suis de droite et de gauche, fait que aujourd'hui, un acteur quand même important de la droite française, c'est quand même Emmanuel Macron. Alors, La République en marche, risquant un échec, j'imagine qu'elle va, pour les législatives, avoir muté. Je pense qu'elle est pas tout à fait un virus, mais je pense quand même qu'elle ne va pas rester qu'elle ne va pas rester extrêmement stable. J'imagine que le MoDem, mais au fond, je parle sous le contrôle de Jean-Louis, qui va tout de suite me démentir, va probablement devoir aussi, au fond, créer un centre droit peut-être très proche de la République en marche, enfin, qu'il y ait quand même, à côté d'Horizon, qu'il y ait deux forces pour faire la majorité présidentielle. Mais c'est extrêmement tentant, quand on veut être réélu,
le président Macron ayant été élu quelques semaines auparavant, et que l'on est un député des Républicains, et qu'on vient de subir un échec, on est très tenté de se rallier à quelque chose d'autre qui incarne la victoire et qui incarne l'avenir. Mais même l'avenir jusqu'à 2027, comme disait Nicole, et au-delà, donc jusqu'à 2032. Et compte tenu du fait que Édouard Philippe représente un courant quand même très fort des Républicains, au fond, il y a l'image portée d'Alain Juppé, il y a l'image actuelle, vivante, de Jean-Pierre Raffarin. Enfin, c'est un courant très important, en réalité, de la tradition gaulliste. Ce serait ne pas du tout se trahir soi-même, ne pas du tout trahir ses amis, ne pas trahir ses électeurs, que de rejoindre au moment des législatives, Horizon, en prenant toute la mesure de l'échec de la présidentielle dans ce cas de figure. Il faut quand même considérer, parce qu'il est quand même le plus probable. Voilà, donc pour ces raisons, je pense que ce qui est le plus intéressant dans la droite française, c'est que l'initiative d'Édouard Philippe crée la possibilité tout à fait crédible d'avoir une majorité dans laquelle il y aura, au fond, la sanctuarisation de ce qui est la situation aujourd'hui des gens qui soutiennent Emmanuel Macron et qui font la popularité exceptionnelle par rapport à ses deux prédécesseurs du candidat à 6 mois des élections. Et ça me paraît très important comme atout pour gagner la présidentielle que d'être sûr de ce qui va se passer en termes de majorité législative et de gestion d'un avenir long, parce que la transition énergétique et un certain nombre de grands défis et un certain nombre de grands vertiges, c'est pas des choses qu'on résout en quelques années. Et donc, le fait que, oui, Édouard Philippe puisse, après la fin des mandats d'Emmanuel Macron, être aussi une solution claire, ça donne une espèce de trajectoire limpide. Et à mon avis, ça, c'est une menace. La menace du véhicule de majorité présidentielle que crée Édouard Philippe, c'est efficace pour le jour de l'élection, mais c'est plus efficace encore pour la suite. Et ça me paraît très important. Quant au président de la République actuel, il est clairement déjà en campagne. Et quand on présente un plan 2030 avec 30 milliards, facile à mémoriser, 30 pour 30, eh bien, au fond, on est en train de dessiner l'avenir et de porter le débat non pas sur quel a été mon bilan, mais regarder le programme que j'ai et les moyens que j'ai à mettre en place et que j'ai dégagés. Bon, alors évidemment, il y aura un aspect de bilan, le chômage est très bas historiquement, la croissance, personne n'a encore pris la mesure de la croissance. Il faut en général 6 mois pour que l'opinion accepte de ne pas dénier un phénomène de croissance. On va quand même faire en volume dans le PIB. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait dans notre compagnie, au début de l'année, des petits doutes, au début de l'année 2021, entre nous, sur ce que serait le rebond, la reprise en France. Bon, elle va être quelque part, parce que c'est déjà accompli au 10e mois, entre 6 et 7% en volume, c'est-à-dire de 10% à 11% en valeur, avec l'inflation, l'augmentation des prix intégrés. C'est absolument sans précédent. Ça correspond à une année d'après-guerre et de relève des ruines. Donc oui, il va y avoir quelques éléments du bilan instantané, du bilan le plus récent. Mais c'est pas là-dessus que ça se joue. C'est je vais gagner législative parce que j'ai le bon véhicule. Je pense qu'on va voir apparaître à côté d'Édouard Philippe une autre carte du président de la République qui, elle, ne va pas gêner les droites, mais qui va gêner les écologistes, et qui est Pascal Canfin, qui monte petit à petit en puissance, qui était numéro 2 sur la liste des européennes, mais qui est le président de la commission de l'environnement, extraordinairement crédible, franchement, sur l'environnement, au Parlement européen. Donc je pense que les véhicules, mais le véhicule qui sera le plus puissant sera probablement le véhicule de droite ou le véhicule MoDem LREM. Je pense que la droite a beaucoup plus de problèmes avec l'efficacité du dispositif Macron contre elle pour sanctuariser ses électeurs qu'elle aurait un problème avec M. Éric Zemmour. Béatrice Gibelin. Oui, petit réflexion sur les sondages. Vous avez parfaitement raison, Philippe, à ceci près que tout, et pas seulement les journalistes des chaînes continues, tout observateur se précipite pour les scruter et pour les commenter, quels qu'ils soient, en se disant oui, mais c'est pas sérieux. Alors rappelons, c'est vrai, des intentions de vote, c'est pas un résultat.
Bien. Ceci étant dit, moi, je suis assez d'accord avec l'analyse que vient de faire Lionel sur la stratégie. Macron a des chances d'être réélu au jour d'aujourd'hui et il ferait un deuxième mandat, il n'en fera pas de troisième. La question qui se pose, c'est est-ce que son mouvement devenu parti sera-t-il ancré suffisamment dans le temps Macron, une fois sorti, pour rester une force politique bien structurée et solide? Moi, j'en doute, parce qu'en dehors de Macron, on n'a pas grand monde pour incarner véritablement ce qu'est ce mouvement. Et donc, à partir de ce moment-là, le glissement centre-droit avec Horizon au pluriel, avec Édouard Philippe, est tout à fait envisageable. Christian Jacob a dit, en commentant la création d'Horizon, il met le feu à la France. Je ne crois pas qu'il mette le feu à la France, il met surtout le feu aux Républicains, qui se demandent comment ils vont pouvoir résister à ça. Parce qu'à la différence de Macron, Édouard Philippe va partir déjà avec un certain nombre d'élus locaux importants. Le maire de Reims, c'est déjà, mis derrière Édouard Philippe. Et il y en aura d'autres. Surtout si c'est la défaite après mai de 2022, on ira vers celui qui peut gagner et qui se présente comme avec un avenir. Là, ce qui peut-être surprendre, c'est comment les choses vont se passer à ce fameux congrès qui, en fait, est une primaire interne. On appelle ça un congrès, mais moi, je trouve que ça ressemble à une primaire interne, ce qui va se passer le 4 décembre au LR. Quid de l'arrivée, peut-être, de Barnier? De Pécresse, je n'y crois pas, parce que c'est un électorat qui n'est pas prêt à mettre une femme comme candidate à des élections. Et Bertrand, il a quand même l'étiquette du traître. Il est parti et il revient. Il annonce même qu'il va reprendre sa carte. Bon, donc il avale les couleuvres jusqu'au bout. Il est allé faire un meeting, je crois, à Oyonnax, et à la table des adhésions après, elle est restée désespérément vide, ce qui n'est quand même pas un très très bon signe. Bon. Donc on risque peut-être d'avoir un Barnier auquel on ne donnait pas grande chance il y a quelque temps, sauf lui était absolument convaincu qu'il avait toutes ses chances, et Barnier peut plaire à une droite, on va dire, traditionnelle, classique. Il porte bien, il a une stature internationale, il n'a pas trahi, on peut se retrouver avec un Barnier qui soit candidat. Est-ce que pour autant il aura la force d'incarner et d'entraîner? Ça, c'est un autre problème. Mais si jamais c'était lui et que, d'une certaine façon, il se met à décoller dans les sondages, à ce moment-là, la stratégie d'Édouard Philippe peut être un petit peu fragilisée. Je pense que c'est le seul qui peut, fragiliser peut-être la stratégie d'Édouard Philippe. Dernier point, le phénomène Zemmour. Moi, c'est pas Zemmour en tant que tel. Je pense un peu comme Nicole que ça se dégonflera, mais qu'aujourd'hui, il puisse y avoir dans les intentions de vote, c'est important de le repréciser, 30% d'un électorat qui envisage de pouvoir voter pour quelqu'un comme ça, qui est un provocateur. Plus il provoque, plus il dit d'énormité, plus on le trouve courageux, et comme on lui suppose une efficacité, bien évidemment qu'il n'aura pas. C'est ça qui me préoccupe un peu sur l'état de la société française. Mais quand même, franchement, dans les déclarations d'intention de vote pour Zemmour, vous croyez pas qu'il y a un côté chamboule tout? Enfin, on s'amuse quand même, c'est le carnaval. On les voit tout le temps, tous ces hommes politiques qui disent la même chose, dont on voit avec quelle tristesse ils continuent à ne pas comprendre qu'il faut arrêter les éléments de langage et arrêter les techniques de la communication. Et là, tout à coup, on voit, je dis Zemmour, et tout à coup, brrr, affolement général. Donc, je suis très content, je dis je vais voter pour Zemmour. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça a quand même été un éditorialiste du Figaro pendant des années. Oui, bien sûr. Ce qui lui a donné une certaine crédibilité. Je veux dire, quand il va vendre son bouquin à Versailles, on fait la queue pendant je ne sais pas combien de temps. Oui, à Versailles, ils achètent le livre de Zemmour parce qu'ils pensent qu'il est de gauche. Jean-Louis Bourlanges. C'est au titre de la diversité sociale. Oui, un mot sur Philippe. Je crois que le problème Édouard Philippe, oui. Le problème d'Édouard Philippe ne se pose pas. Philippe n'est pas candidat à la présidentielle. Philippe dit qu'il soutiendra Emmanuel Macron. Ça, c'est important.
Et 2, il a intérêt à soutenir Emmanuel Macron. Il ne soutiendra pas comme la corde soutient le pendu, parce que il faut que Macron soit élu pour que Philippe puisse faire l'opération que vous avez décrite, c'est-à-dire une opération de récupération d'une bonne partie des cadres du personnel politique et des électeurs de LR. Pour que ça passe par Philippe, il faut que ce soit Macron et pas un LR qui surnage. Comme je pense que l'alternative, c'est soit Macron, soit un LR, je pense qu'il a donc tout intérêt à agir. Donc c'est un non-problème pour les présidentielles, ce n'est pas un non-problème pour les législatives. Parce qu'on est bien d'accord, ça sera extrêmement difficile pour la formation issue de En Marche, du Modem, etc., que Ferrand et Bayrou s'attachent à mettre en place, ce sera très difficile pour elle d'avoir une majorité absolue. Donc il faudra de toute manière avoir des gens qui seront des électeurs macroniens du second tour de la présidentielle. Et là, il y aura des candidatures, il y aura soit il y aura un affrontement au premier tour des législatives entre des gens de la majorité sortante et des LR qui au second tour se rallieront, soit plus vraisemblablement, si LR est battu, le candidat LR est battu à la présidentielle, il y aura des députés sortants LR, ou même d'ailleurs des députés à naître, qui demanderont une investiture au premier tour. Là, c'est d'ailleurs pas forcément par Philippe que ça passera. Parce que Castaner, le groupe de la République En Marche peut tout à fait leur offrir en disant « Nous aussi, on a du feu chez nous, venez vous chauffer ». Et le choix donc pour le candidat, le LR qui se ralliera, ce sera de savoir si, en se ralliant au parti présidentiel, c'est pas mal, parce qu'il se met en position, par exemple, d'entrer au gouvernement dès la prochaine présidentielle, alors qu'en se ralliant à Philippe, il passe un tour. Il faudra attendre que Philippe soit élu. Donc il peut y avoir une compétition assez ouverte, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. La vérité, c'est que la majorité législative sera vraisemblablement beaucoup plus composite que, même sans modification de mode de scrutin, il n'y aura sans doute pas modification de mode de scrutin, ça sera... voilà, donc je crois que Philippe, c'est très bien, il campe avec des positions de droite classiques, très bien présentées, le talent de Philippe est indiscutable, talent rhétorique, talent d'analyse, sang-froid, humour, enfin les qualités sont évidentes. Deuxièmement, sur la situation à droite, je crois que c'est assez simple. On assiste à quelque chose d'important, qui est un chiasme, ce que quand je faisais des études pour être professeur de lettres, on appelait un chiasme, c'est-à-dire qu'on est passé soudain de un candidat d'extrême droite et 2 candidats de droite à une situation dans laquelle il y a 2 candidats d'extrême droite et 1 candidat de droite. C'est toujours très dangereux qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Vous connaissez le mot du regretté Bonaparte, un mauvais général vaut mieux que 2 bons. Et je crois que c'est vrai. Alors on ne sait pas ce qui va sortir entre... Il y a 3 candidats crédibles, me semble-t-il, Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Bon, on ne sait pas qui va sortir, mais il y en aura un. Et le fait qu'il y en ait un, c'est quand même quelque chose de très important. Et à l'extrême droite, il y a vraiment une situation très, très difficile. Alors, je ne crois absolument pas, je ne sais pas lequel de vous a évoqué le rapprochement, c'est vous, Nicole, le rapprochement entre Madame Le Pen et Zemmour, parce qu'il y a un tel mépris de Zemmour pour Le Pen, je crois vraiment que les sentiments personnels sont toujours dominants en politique. L'intérêt politique existe, mais les sentiments d'humiliation, de domination personnelle, d'ascendant psychologique. Or là, Madame Le Pen, elle dit oui, il pourrait être mon Premier ministre. Vraiment, ça passe pas, et il n'a aucune raison de s'effacer. Donc, on est dans une situation quand même, bien sûr, Zemmour mort un peu sur l'électorat LR, mais malgré tout, l'unité de candidature refait d'une candidature de la droite modérée quelque chose de présentable. Et le fait qu'il fasse ça très tard, le 4 décembre, c'est embêtant,
Mais c'est pas du tout la même chose d'être comme ils sont aujourd'hui dans une procédure de sélection et non pas comme ils étaient hier dans une procédure où ils piétinaient, une procédure où ils n'avançaient pas, où ils s'en sortent, ils étaient embourbés. Donc je crois que c'est... Alors, Zemmour, là-dedans, troisième remarque, Zemmour, je pense, un peu comme Philippe, je pense à l'extraordinaire force de Zemmour, actuellement. Force protestataire. Les gens n'en peuvent plus de ces provocations autour de la mort, de la mort de Monsieur Paty, autour de le wokisme, l'idée qu'on fait des réunions entre noirs sans les blancs, qu'on fait tout cet apartheid culturel, le fait qu'on puisse pas être hétérosexuel, c'est devenu pour certains une sorte de tare. Enfin, tout ce numéro wokiste, cancelliste, etc., ça heurte en profondeur la bourgeoisie, plus encore que le peuple. D'ailleurs, le peuple aussi, parce que caillasser les pompiers, ça ne plaît pas du tout aux gens. Donc il y a une réaction de ras-le-bol catholique, bourgeoise, un peu populaire, extrêmement forte, sur lequel Zemmour capitalise parce que il dit les choses, qu'il fait de la politique en couleur et pas en gris-muraille, et que ça passe. Maintenant, cette force protestataire, elle va forcément se heurter à l'incapacité présidentielle. C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas construire ni un projet, ni une équipe, ni une majorité présidentielle autour de Zemmour. Donc il me semble que l'une des logiques du système, ça serait une logique cyclique dans laquelle la fin de l'année soit effectivement un moment zemmourien qui, en réalité, atteint profondément Marine Le Pen, rend très difficile son accession, plus difficile en tout cas, son accession au deuxième tour, et de ce point de vue-là, fait la place à un candidat LR. Et à partir de la fin de l'année, on bascule dans une logique présidentielle, et là, on a une situation qui est relativement ouverte, bien sûr avec un avantage énorme pour Macron, à la fois parce que c'est une personnalité exceptionnelle, il a beaucoup de talent, mais malgré tout, le candidat LR, que ce soit Bertrand Pécresse ou, comme je crois actuellement, j'ai jamais cru à Barnier, maintenant j'ai changé d'avis, je crois que Barnier a plus de chances que je ne l'imaginais. Et on peut avoir à ce moment-là une remontada très progressive, très lente, favorisée par des gains de points de Jadot à gauche, des gains de points de LR et un tassement de Macron. Donc je pense que la situation est relativement ouverte. Nicole Desotto. Un tout petit point pour remettre tout ce débat sur la France à droite. Dans le contexte européen, il faut quand même pas oublier qu'en Allemagne, la droite a perdu, les Verts ont perdu, et c'est le SPD qui a gagné. Alors, on peut peut-être en tirer une leçon pour cette droitisation de la France. Faut avoir un bon leader. Une leçon, ça, oui, enfin... Mais la leçon, c'est que Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui vont faire attelage commun pendant les premiers mois, en tout cas du prochain mandat présidentiel, si Emmanuel Macron gagne les présidentielles, ces deux chefs, ces deux hommes politiques n'ont aucune sensibilité sociale. Quand on regarde le programme d'Édouard Philippe, les 4 vertiges, c'est l'environnement, la technologie, le climat et la géopolitique. Les inégalités sociales ça n'existe pas dans le monde ni en France. Emmanuel Macron, c'est pareil. Et donc, je crois qu'il ne faut pas négliger cette espèce de demande de justice sociale qu'il y a quand même en France, même dans cette France de droite, et qui pourrait faire la surprise aux élections. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui des rapports entre l'Afrique et la France à travers le nouveau sommet qui s'est tenu le 8 octobre à Montpellier, le 28e du genre. Il a rassemblé 3000 participants, dont plus d'1 millier de jeunes du continent africain, parmi eux près de 350 entrepreneurs, pour des rencontres et des tables rondes entre sociétés civiles africaines, françaises et de la diaspora sur des sujets économiques, culturels et politiques. La nouveauté de ce sommet, c'est l'absence des présidents africains pour la première fois depuis 1973, date du premier de ces sommets. Le président Macron, qui lui était bel et bien là, en session plénière, a dialogué avec des jeunes venus de 12 pays africains, pas tous francophones. Un panel sélectionné à l'issue des dialogues menés pendant
des mois à travers le continent par l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, dialogues qui ont abouti à un rapport sur la refondation de la relation entre la France et l'Afrique. Le chef de l'État a retenu plusieurs des propositions d'Achille Mbembe. Il a notamment annoncé la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie doté de 30 millions d'euros sur 3 ans, hébergé par l'Agence française de développement et qui devra soutenir les acteurs du changement en Afrique sans qu'on sache encore vraiment comment. L'enjeu est d'orienter les investissements directement vers la société civile. Emmanuel Macron a aussi annoncé la création d'une maison des mondes africains et des diasporas et la restitution au Bénin, fin octobre, des 26 œuvres du trésor de Béhanzin provenant du pillage des palais d'Abomey en 1892 par l'armée coloniale. Antoine Glaser, le co-auteur du livre « Le piège africain » de Macron, remarque, je cite, qu'au moment où Emmanuel Macron met fin aux grands-messes entre l'Afrique et la France, la Chine et tout récemment la Russie en célèbrent. En 2022, un sommet Afrique-Europe devrait se tenir sous la présidence française de l'Union européenne, a annoncé l'Élysée. On n'en connaît pas encore le format sur cette question. Lionel Zinsou. Oui, Philippe, on ne s'éloigne pas tellement de la question précédente, en fait, parce que ce qui était assez intéressant à Montpellier, j'ai assisté dans les coulisses à ce sommet, c'était que le meeting devant 3000 personnes, alors il y avait 1000 invités d'Afrique, il y avait des artistes, des intellectuels, et pas seulement des chefs d'entreprise, mais des entrepreneurs, mais il y avait aussi beaucoup d'intellectuels et d'artistes. C'est qu'il y avait aussi 1000 personnes de la diaspora. Alors eux, une partie sont des électeurs, puis il y avait 1000 Français de souche, je veux dire, qui sont aussi des électeurs. Et l'ambiance, par rapport à un sommet, moi j'ai assisté à des sommets Afrique-France légèrement compassés avec 40 chefs d'État dans la salle et 1000 journalistes, mais voilà, personne d'autre. C'était une ambiance de meeting électoral. C'était un meeting électoral, c'était moitié le grand débat après les Gilets jaunes, c'est-à-dire je rentre dans la salle dubitative à hostile, je sors en standing ovation, et entre-temps je viens de passer 5 heures avec des interpellations et en faisant une démonstration très brillante. Bon, c'était un meeting électoral. Et le président de la République est en pleine forme, meeting électoral, donc ça donne une indication sur son énergie, la campagne électorale va être animée, va être sportive, va être athlétique, et d'autant plus que, vous dites qu'il était en séance plénière, non, il a fait tous les ateliers. Il est allé parler sport, il est allé parler restitution, qui est un thème important. Cette allusion à l'arrivée des œuvres au Bénin après tout le processus législatif. Il est allé parler innovation, il est allé parler droits de l'homme, démocratie. Il y avait des ateliers partout et il a passé 1 heure par atelier depuis le début de la matinée. Ensuite, il est allé visiter l'exposition. Ensuite, il est allé dîner avec Enfin bref, il a passé une journée épuisante, mais qui manifestement lui convenait absolument merveilleusement. Donc, on était en campagne électorale, et d'autant plus que ce n'est pas complètement indifférent sur le vote. C'est-à-dire qu'il y avait une petite crainte, je crois, à l'Élysée, que les afro-descendants, la diaspora, une partie des gens dans les quartiers, n'aillent pas voter un peu déçus de ce qu'était le bilan par rapport aux pays en développement, aux inégalités entre pays, puisque Nicole faisait cette allusion au fait qu'il n'y a pas beaucoup de fibres sociales dans l'expression du président. Il a beaucoup parlé de solidarité, beaucoup, c'est un mot qui est revenu en permanence, et les afro-descendants pourraient avoir été un peu déçus. C'est bien que nous ayons une ministre désormais de la diversité, de la diaspora. Enfin, tout le monde ne sait pas qu'Elisabeth Moreno s'occupe d'autre chose que de l'égalité homme-femme. Donc, c'est pas très visible. Bon, il s'agissait aussi au cas où l'élection présidentielle serait serrée, pourrait se produire, notamment s'il y a un candidat LR plutôt qu'un candidat plus clivant d'extrême droite au second tour. Je pense qu'il y avait une petite dimension électorale française dans ces sujets. Et toutes les remarques qui avaient été faites les jours précédents, mais qui sont quand même reliées sur l'attitude de la France au Mali, sur l'Algérie. Tout d'un coup, on se met à avoir un discours sans langue de bois, sans précaution diplomatique, sur qui gouverne l'Algérie aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de binationaux électeurs. Et comme c'était relativement transparent, relativement une expression de vérité plutôt qu'une langue de bois diplomatique, tout ça, c'est peut-être il y a peut-être une petite dimension franco-française. Mais la dimension africaine, évidemment, l'emporte. Et donc, ce qu'il y avait de frappant, c'est que
D'abord, c'est pas un sommet sans chef d'État. Il se trouve que les chefs d'État étaient là le 18 mai pour une conférence très très importante qui concernait les 650 milliards d'émissions de droits de tirage spéciaux, le financement de vaccination, le financement de la sécurité. On ne fait pas un sommet avec les chefs d'État africains le 18 mai pour en refaire un avec les chefs d'État africains le 8 octobre. Donc ce côté... Il a congédié, il y a même dans la presse africaine, des feuilles proches des gouvernements qui ont écrit « on insulte les chefs d'État ». Enfin, attendez, on va pas faire 2 sommets de chefs d'État. Bon, même si on en a été un petit peu frustré, puisque c'est quand même le précédent était en 2017. On va pas en faire 2 en 6 mois en France. Non, ce qui était vraiment frappant, si vous voulez, c'était du point de vue de la substance, par rapport à des sommets où on lit 40 discours sans intérêt et où tout se passe dans les corridors, dans les chambres d'hôtel, en tête-à-tête entre les chefs d'État, c'était des vrais débats intellectuels, c'était des interpellations sans complaisance de la jeunesse africaine, et du coup des réponses devenues crédibles sur des sujets délicats, mais qui ont beaucoup avancé. L'identité, le respect et la considération, ça c'est beaucoup les sujets culturels, l'émancipation complète dans le domaine économique et monétaire, avec le franc CFA, et toute une série, au fond, de révision de l'histoire, comme ce qui a été fait magnifiquement au Rwanda, sur la reconnaissance de ce qu'ont été les difficultés de compréhension entre le Rwanda et la France sur le génocide et la réaction française. Difficulté de compréhension, c'est un mot qu'on peut qualifier de lithotique. Béatrice Gibel. Oui, Lionel était donc dans les coulisses et a pu sentir l'ambiance, l'atmosphère. Nous n'en avons eu que les commentaires. Bien. Lionel n'était pas dans les coulisses, Lionel était les coulisses. Bon, moi je pense qu'en fait que c'est effectivement une opération. Alors elle a un petit côté électoral, on est à 6 mois des élections, mais c'est quand même quelque chose qui a été prévu en amont, bien longtemps avant. Donc c'est pas un coup qui se fait comme ça. On monte pas ce genre d'opération avec 3000 personnes, parce qu'il y avait 54 États qui étaient quand même représentés. Il y avait aussi une Afrique non francophone, le Kenya, le Nigeria, enfin des poids lourds. Donc ça a demandé du temps. Et puis ça a été confié quand même à une personnalité, Achille Mbembe. C'est quand même un des grands intellectuels de l'Afrique. C'est quand même quelqu'un qui a non seulement une réflexion sur le post-colonial, mais qui a une réflexion sur la notion de post-colonie, qui est extrêmement intéressante de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il n'est pas à dire c'est au fond ce qui se passe chez nous exclusivement la responsabilité de la France et de son passé colonial. C'est aussi notre responsabilité. Comment vivons-nous, nous, dans la post-colonie? Quelles sont notre façon d'être, d'agir dans cette situation de post-colonie? Donc c'est quand même un intellectuel, d'abord qui n'a jamais ménagé Macron, dans ce que j'ai pu étudier. J'avais beaucoup préparé un article sur lui, donc j'avais lu pas mal de choses, et il est effectivement une parole très libre et très claire. Donc il était crédible, si vous voulez, vis-à-vis d'une société civile africaine, quand il a accepté, ça lui a été d'ailleurs reproché, d'accepter de monter cette opération, presque comme un traître à la cause. Et il a pensé que c'était tout à fait important de le faire. Donc je crois que la personnalité d'Achille Mbembe crédibilisait et a crédibilisé cette opération, si vous voulez, menée par l'Élysée. Je voudrais simplement aussi dire, il est de bon ton en France, dans certains milieux, de critiquer, de dénoncer, de se moquer de la France-Afrique. Bon, on a eu plusieurs présidents qui ont essayé effectivement de faire évoluer cela. Alors, il y avait le fils de Papa Madi, fils Mitterrand, on a vu que ça donnait pas forcément grand-chose. Il y a eu Sarkozy, il y a eu... Chirac s'est pas trop mêlé de cette affaire-là, mais il y a eu Hollande qui a essayé aussi. Et puis, ça veut dire que c'est compliqué de sortir de cette affaire-là. C'est quand même quelque chose qui est établi maintenant depuis plus de 50 ans. C'est
c'est un système qui présente des tas d'avantages pour une partie de la population, enfin tout au moins dans le milieu des dirigeants et d'une élite politique africaine qui y trouve largement son compte et qui ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Qu'on a un certain nombre de grands groupes français qui y a aussi fortement intérêt, mais qu'on arrive à un moment difficile, et je vais m'arrêter là, c'est que les engagements militaires de la France aujourd'hui, en particulier au Sahel, suscitent dans une partie de la population africaine, en particulier sahélienne, un rejet en disant, vous décidez pour nous, vous intervenez, et de ça, on ne le supporte plus. Et entre les discours de Macron et ses actes, il y a un gap trop important. Et c'est toujours l'exemple qui est donné du Tchad, où après la mort d'Hissène Debri, le fait qu'il ait adoubé le fils, évidemment, de ce qui était considéré par une partie de la population tchadienne comme un dictateur, est extrêmement mal vécu. Nicole Nisotto. Un petit mot d'abord sur l'appel aux sociétés civiles. Alors, c'était peut-être une première dans le cadre de la relation entre la France et l'Afrique, mais ce n'est pas une première dans les relations internationales. C'est même devenu très à la mode de faire appel aux sociétés civiles. Je cite par exemple la Convention sur l'avenir de l'Europe, où l'idée c'est d'associer un maximum de citoyens à l'élaboration d'une future européenne, et tout à fait justement. Je cite également Joe Biden, qui veut faire une politique pour les classes moyennes. Je cite également en France, on a très bien vu que Emmanuel Macron avait ce don d'aller dans l'arène et d'affronter les opinions publiques. Donc, le fait de le faire pour l'Afrique, c'était peut-être très sympathique, très joyeux, comme le disait Lionel tout à l'heure, mais ça n'est pas nouveau en tant que tel. Et notre maître à tous, Pierre Asner, disait depuis longtemps que dans les relations internationales et dans la politique étrangère, il fallait toujours conjuguer les trois niveaux, les relations entre les États, les relations entre les institutions, les relations entre les sociétés et le mélange entre ces trois. Et donc là, on voit vraiment que la société civile est un acteur comme un autre de la politique étrangère de la France. Premier point. Deuxième point, sur l'Afrique, la relation France-Afrique. Moi, ce qui me paraît évident, de plus en plus évident, c'est qu'il y a un décalage extraordinaire entre la relation entre la France et l'Afrique, la relation réelle, commerciale, économique, démographique, géopolitique, et puis la relation mémorielle, imaginaire, héritée du passé de la France-Afrique, etc. Et que la relation concrète France-Afrique perd en importance, alors que la relation mémorielle gagne en importance politique. Et c'est ce décalage-là qui me frappe, parce que quand on regarde le concret de la relation entre la France et l'Afrique, c'est en déclin. Sur le plan économique, dans le commerce extérieur français, l'Afrique, c'est à peine 5 ou 6% du commerce extérieur français, et dans ces 5%, c'est essentiellement le Maghreb qui arrive en tête, et d'ailleurs les deux pays africains avec lesquels on commerce le plus sont des pays qui n'ont rien à voir avec la zone francophones, qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Sur le plan démographique, ça reste très important parce que nous avons 15% des expatriés français qui sont en Afrique. Ça fait à peu près 250 000 personnes. Mais quand Macron dit qu'il y a 20% de familles françaises qui ont une racine africaine, là j'avoue que j'ai pas retrouvé ça dans les chiffres de l'INSEE, mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur les origines, mais j'ai pas du tout retrouvé ça. Mais en tout cas, sur le plan démographique, ça reste réel. Sur le plan géopolitique, notre intérêt pour l'Afrique baisse. C'est Nicolas Sarkozy qui avait fortement diminué le nombre de bases françaises permanentes en Afrique. On n'en a plus que 4, en Somalie, au Gabon, en Côte d'Ivoire et en Djibouti, Gabon, Côte d'Ivoire et Sénégal. On a 3000 Français en permanence et ça va baisser avec notre départ du Mali, d'ailleurs au bénéfice de la Russie, entre parenthèses. Et donc, on voit bien que Emmanuel Macron sent que ce qui est important, c'est pas la relation bilatérale France-Afrique, parce qu'on a peu de moyens et nos intérêts concrets diminuent. En revanche, ce qui est important, c'est la relation Union européenne-Afrique. Il va faire ce grand sommet, qui était prévu d'ailleurs, c'est pas une initiative française, Union africaine,
pendant sa présidence l'année prochaine. Et là, on voit que les moyens sont colossaux. 50 milliards de fonds du Fonds européen de développement pour l'Afrique, 5 milliards pour financer les forces de l'Union africaine. Jamais la France peut faire ça. Regardez les 30 petits millions qu'on a trouvés pour l'initiative. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que Macron reconnaît que les cartes d'une relation saine et équilibrée avec l'Afrique sont maintenant au niveau européen. Jean-Louis Bourlanges. Oui, effectivement, je crois que derrière ce sommet, il y a une double inflexion de la diplomatie française. La première, c'est de faire appel, d'organiser un dialogue avec la société civile. Alors j'en ai assez qu'on parle de représentants de la société civile. Par définition, la société civile n'a pas de représentants. Elle n'a que des acteurs. Les représentants de la société civile, ça ne peut être que les représentants, que les élus. C'est le phénomène représentatif, il passe par les élus. Ce sont des gens qui, en tant que tels, dans leur activité sociale, intellectuelle, syndicale, économique, etc., sont des acteurs. C'est à ça. Bon, en tout cas, on fait appel aux acteurs de la société civile, premièrement, et deuxièmement, effectivement, c'est le deuxième volet de cette évolution, cette inflexion macronienne. On va faire quelque chose, cette fois-ci, avec les chefs d'État, et pas seulement avec les sociétés civiles, mais au plan européen. Donc on a une internationalisation, je crois que c'est une double inflexion qui pose problème. Les deux posent problème. D'abord, le passage à la société civile, c'est pas évident. C'est pas évident du tout de dire, pour un chef d'État, parlant à des pays qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, dans la mouvance coloniale française, de dire je m'adresse directement aux sociétés par-dessus la tête des chefs d'État. Alors, évidemment, les chefs d'État, ils sont ce qu'ils sont. Le président Biya du Cameroun, ça fait quand même depuis 82, je crois qu'il est en circulation. Bon, il a des heures de vol. La famille Bongo, bon, c'est une famille. Bon, ça fait aussi pas mal de temps. Et puis, effectivement, on a des gens qui sont plus ou moins mal élus, même si j'ai de l'indulgence pour la solution qui a été apportée au problème tchadien à la suite de la disparition du président Déby, car je crois qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire et que ça... Autant ça va pas du tout au Mali, autant je crois que sur le Tchad, il y a une volonté d'ouverture, une volonté, enfin la feuille de route vers un régime relativement stabilisé et ouvert n'a pas du tout été bafouée jusqu'à présent. Donc c'est très difficile, bien sûr, rien n'est satisfaisant, mais c'est pas mauvais. Mais d'une façon générale, on est dans une situation très difficile. Alors Lionel nous dit, mais c'est pas grave, parce que on fait les deux choses. On reçoit d'abord la société civile et ensuite les chefs d'État. C'est quand même une dichotomie qui est difficile à penser et à accepter. Donc il y a quelque chose de tendu, de difficile, mais qui est certainement très intéressant et qui sera effectivement comblé par la réunion avec les chefs d'État dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Donc voilà, de ce point de vue-là, je crois que c'est bien. Mais deuxièmement, il faut voir qu'on a énormément de difficultés à avoir des interlocuteurs tels qu'on les voudrait, mais surtout que la France-Afrique n'est pas simplement quelque chose d'horrible qu'il faut condamner, c'est quelque chose qui est en décomposition. Nous inventons des relations avec l'Afrique qui sont très différentes. Alors Lionel a souvent dit, et autour de cette table, a souvent dit des choses de cet ordre. Notre présence, il ne faut pas que notre présence se limite à des interventions militaires. Moi, quand je discute avec des Africains autour des opérations au Sahel, ils me disent tous, on a besoin d'investissement, on a besoin d'échanges économiques, on a besoin d'échanges sociaux. On n'a pas simplement besoin, même si on a ce rôle, cette spécialisation militaire, et en même temps, on voit bien, Lionel avait d'ailleurs cité des chiffres il y a quelques mois là-dessus, entre nous, enfin dans le cadre de nos discussions, sur le fait que économiquement, nous restions des partenaires actifs de l'Afrique, mais qu'en valeur relative, nous nous effondrions par rapport à ce qui vient d'Amérique latine, d'Inde ou de Chine. Donc il y a une énorme transformation. Je pense que c'est très très difficile, mais il me semble que
Emmanuel Macron prend les choses par le seul bout par lequel il peut effectivement les faire évoluer, même si ça crée des tensions avec l'Afrique officielle. Et un dernier exemple sur l'Algérie. On voit bien que sur l'Algérie, il a fait le même calcul, mais sans phare. Il a dit à un moment, ce qui compte, c'est la jeunesse. Ce qui compte, c'est l'Irak. Le mouvement de protestation dit Irak en Algérie, beaucoup plus que l'establishment. Il n'a pas dit que c'était un establishment kleptocratique, mais il n'était pas loin de l'affirmer. Et ça, évidemment, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Ça a créé une crise majeure. Mais en réalité, tous ceux qui étudient la situation algérienne, je pense à Fillu notamment, disent il faut absolument, la jeunesse algérienne est en état de déshérence idéologique et politique. Et c'est à elle qu'il faut parler. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en recommandant 2 ouvrages. Le premier de Bruno Racine, qui a été pendant un certain temps un excellent directeur de la Bibliothèque nationale. Ça s'appelle L'île silencieuse et c'est chez Gallimard. Vous prenez un colonel en retraite, une escort girl qui a des ambitions artistiques, un directeur de revue qui a des projets intellectuels et puis un ancien des services secrets. Vous les mettez à l'île Saint-Honorat dans un monastère et entre le silence des moines et les bavardages et la nature des bavardages entre ces différents acteurs, eh bien, je vous laisse aller voir ce qui peut se passer. Le deuxième, c'est un livre d'Amos Reichmann, qui est lui publié au Seuil, qui s'intitule Jacques Chiffrin, un éditeur en exil. Jacques Chiffrin, les 2 exils de Jacques Chiffrin, c'est de la Russie vers la France, puis de la France vers les États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Jacques Chiffrin est le fondateur de la Pléiade et de Panthéon Books. Rien que ça, s'il vous plaît. Et c'est le fondateur de la Pléiade, dépossédé de la Pléiade, par Gaston Gallimard, qui était un humaniste distingué, et qui a donc eu à souffrir ces deux exils qui accompagnent aussi une vie qui a été assez mouvementée. Et voilà, c'est aussi bien pour ceux qui s'intéressent à l'édition que pour ceux qui s'intéressent à des destins. Je pense que c'est un livre tout à fait intéressant. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois avoir fait une brève sur le livre de Bruno Racine. Je m'associe tout à fait à ce que vous avez dit, Philippe. J'en profite, et Nicole sera sensible à ce que je dirais, que l'un des personnages de ce roman, de cette retraite dans l'île Saint-Honorat, l'un des personnages est très directement inspiré par une de nos camarades, qui était d'ailleurs, je suis le parrain du fils de Bruno Racine, et elle était la marraine, qui était Thérèse Delpech, qui était une formidable analyste, qui s'est parfois trompée, et quand elle se trompait pas, mais qui était quand même géniale, et qui aussi a décrit des choses extrêmement justes, qui a été emportée par un cancer il y a quelques années, et qui inspire évidemment le personnage le plus attachant, me semble-t-il, du roman de Bruno. Alors moi, je voulais simplement évoquer quelque chose qui est contre mon engagement politique, le livre d'entretien de Marcel Gaucher avec Éric Conan et François Azouvi, qui s'appelle Macron, les leçons d'un échec, comprendre le malheur français 2. Alors, les leçons d'un échec, moi je soutiens le président Macron, comme vous savez, c'est pas la peine de le dissimuler, certains s'en sont aperçus. Mais je crois que c'est intéressant, c'est un peu un livre d'entretien. Il y a toujours un petit soupçon de paresse derrière le livre d'entretien. Bon, c'est vrai, mais cela dit, Gaucher est un analyste formidable. Il analyse vraiment toutes les difficultés, tous les problèmes du quinquennat. Mais ce que je crois intéressant de relever, c'est que derrière tout ce qu'il dit sur l'échec de l'éducation, la réforme de l'Europe, tout ça et montre simplement que c'est très très difficile de diriger le pays. Et justement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'à la fin, il met en cause la personne de Macron. Il dit... il reprend le titre de Duhamel, il dit Macron, c'est Macron le présomptueux. Donc il lui reproche des défauts personnels. Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que le véritable enjeu présidentiel, de l'élection présidentielle, ce sera au bout du compte un enjeu sur la qualité de l'homme d'État. Alors, je ne m'associe pas à ce que dit Gaucher, je crois que Macron est nettement supérieur à ses concurrents, mais ce sera alors, au moment où on dit partout, il n'y a plus de droit, il faut rétablir le droit de gauche, il n'y a plus de querelle idéologique, on va s'apercevoir que dans cette élection, au bout du compte, on va avoir une réédition du Balladur Chirac. Nicole Desautos.
Oui, moi je voudrais recommander la biographie d'Henry Kissinger rédigée par Gérard Haro aux éditions Talendier qui vient de sortir avec en sous-titre Le diplomate du siècle. Alors il y a 2 livres dans ce livre. Il y a un livre, je dirais classique sur la politique étrangère américaine et en particulier de Nixon et les relations avec la Chine, et puis l'art du diplomate qu'a été Henry Kissinger. Et puis il y a un roman. Il y a le roman de cette vie extraordinaire d'un type incroyable. Il naît en 1923 dans la Bavière, déjà très antisémite, dans une famille juive orthodoxe stricte. Tous les jours, il va 2 heures à la synagogue avant d'aller à l'école. Il étudie le Talmud, il connaît par cœur, il parle hébreu. Et puis tout d'un coup, le père, qui est un intellectuel juif qui ne voit strictement rien, la mère voit que c'est pas possible de rester, donc elle prend toute la famille et elles vendent tout ce qu'ils ont. Ils étaient une famille très bourgeoise et ils partent aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il ne connaît personne, il parle pas la langue, etc., etc. Et j'en tire 2 leçons extraordinaires. Je trouve que c'est un roman formidable, la vie de Kissinger. Moi, je connaissais pas tout ça. Premièrement, l'intelligence mène à tout. C'est-à-dire, ce type a été immédiatement, il arrive, il a 15 ans à New York, il a été immédiatement repéré par tous les profs de toutes les écoles qu'il a fréquentées, donc l'intelligence extraordinaire de ce garçon. Et surtout, l'université américaine est un tremplin extraordinaire du pouvoir. Il a, ce qu'on n'existe pas en France, tout de suite des mentors à l'université, à Harvard, partout, qui le propulsent jusque dans le cabinet présidentiel. C'est extraordinaire. Jean-Louis Bourlange, oui, ce que dit Nicole, il illustre parfaitement la différence entre l'optimisme et le pessimisme vu par Billy Wilder. Les optimistes ont fini à Auschwitz, les pessimistes à Hollywood. Oui, je pense aussi à la rencontre entre Golda Meir, première ministre d'Israël, et Richard Nixon. La première, Golda Meir avait Abba Eban comme ministre des Affaires étrangères et Richard Nixon avait Henry Kissinger. Et Nixon, pour briser un peu la glace, lui dit « Alors, Madame le Premier ministre, nous avons tous les 2 des premiers ministres juifs. » Et Golda Meir lui répond « Oui, mais le mien parle anglais sans accent. » Béatrice Gibelin. Oui, moi je vais parler du dernier livre de Jérôme Fourquet qu'il a fait avec Jean-Laurent Casely, et La France sous nos yeux, économie, paysage et nouveaux modes de vie. Jérôme Fourquet, c'est un courageux, il bosse constamment et vient de sortir un livre qui est ayant épluché beaucoup de données, et surtout il est allé dans les tréfonds de statistiques qu'on n'a pas l'habitude de regarder ou de données qu'on n'a pas l'habitude de fouiller. Et après l'archipel français, qui a quand même en 2019, je crois, il sort un ouvrage qui est extrêmement intéressant sur la brutalité et la rapidité d'un certain nombre de changements, enfin disons en 20 ans, qui a vraiment bouleversé le quotidien d'un grand nombre de Français, suscitant interrogations, inquiétudes. Son chapitre sur la désindustrialisation à partir des années 2000, comment des villes comme Tonnerre, comme Lannion, qui étaient des villes où on avait installé des industries, les télécoms pleines d'avenir, et comment Alcatel, par la stratégie de Serge Chouroux, s'est trouvé vraiment laminé avec des gens qui se sont retrouvés au chômage massivement, sans pouvoir vraiment se retourner. Quelle inquiétude ça suscite. C'est vraiment un ouvrage qui donne à réfléchir 6 mois avant les présidentielles. Lionel Zinsou. Oui, moi, une brève modeste, Philippe, pour permettre aux éditeurs sans problème d'acheter les 2 livres que vous recommandez, c'est de ne pas acheter, et donc d'économiser 24,50 €, le livre de Davet et l'homme, Le traître et le néant. Alors, il a beaucoup de mérite, ce livre, parce que le titre est magnifique, parce qu'il fait vivre, il fait 620 pages, donc il fait vivre certainement, vivre des emplois dans l'industrie papetière, donc il a quand même des vraies qualités. C'est mauvais pour la transition écologique. En revanche, c'est juste la 3e, c'est une série, donc c'est la 3e édition du best-seller préélectoral. Donc vous aviez à la même période histoire de faire sauter François Hollande, mais alors en le retournant contre lui-même, puisque c'était lui qui était cité, tandis que là, Macron n'est pas cité, mais puisqu'il a absolument refusé. Et donc, c'est un président ne devrait pas dire ça. Ensuite, vous aviez eu, auparavant, vous aviez eu Sarko Mathieu dans la série.
et c'était déjà plus faible. Enfin, c'est faible parce que du coup, c'était aussi de la délation, des rumeurs d'assez mauvaise qualité. Alors là, donc, on atteint l'extrême du néant, c'est-à-dire c'est vraiment une série de charges. C'est uniquement, évidemment, à charge. Vraiment, Emmanuel Macron n'a aucune forme de qualité. Vous voyez bien que le traître, c'est Macron, qui a trahi tout le monde. Et le néant, c'est le macronisme. Il y a des gens qui pensaient que le traître, c'était Davé et que le néant, c'était l'homme. Non, le traître et le néant. Alors, vous allez avoir les bonnes feuilles, vous allez avoir... Il y a aucun scoop, hein, mais il y a 4 ou 5 charges qui sont très anecdotiques. Bon... Et à mon avis, ça suffit de lire les bonnes feuilles. Ça veut dire que des journalistes ne devraient pas écrire ça, c'est ça le vrai titre. Ou en tout cas, la prochaine fois, il faut vraiment qu'ils obtiennent une interview du président pour pouvoir la retourner contre lui-même, parce que ça, c'est intéressant. Juste commencer en disant « Macron, c'est Richard III », avec un peu moins de sang sur les mains, c'est la meilleure page. Et c'est des toutes premières. Le côté shakespearien de Macron, ils étaient les seuls à l'avoir vu. Mais à mon avis, 2 pages et voilà, vous pouvez franchement suivre vos autres conseils. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille lui aux plateformes de financement que vous pouvez abonder quand vous voulez, Adrien Beccaria qui pour l'arrière-boutique enregistre cette émission et Julien Neuville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public.